diplôme d'ingénieur en poche, j'ai commencé à travailler pour des grandes entreprises. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, après quelques années de pérégrination, j'ai commencé à m'intéresser aux ressources et notamment à l'une d'entre elles, l'énergie. Et comme pour tout bon ingénieur, l'énergie, c'est tout sauf une pensée ésotérique qui se diffuse comme ça des uns vers les autres. L'énergie, c'est hyper concret. L'énergie, ça malaxe, ça tord, ça envoie des fusées, ça fait tourner l'économie. Et en fait, quand on maîtrise un peu la règle de 3 et qu'on s'aperçoit et qu'on regarde un peu la quantité et la production d'énergie mondiale, la corrélation quasi exacte qu'il y a entre l'énergie mondiale et la croissance du PIB, et qu'on regarde les limites actuelles, les limites environnementales, climatiques, et les limites de notre technique actuelle, on se dit, ça risque de pas passer. Et moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, je suis parti tambour battant. Décroissance, sobriété volontaire, c'était forcément ça la solution. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? La société, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle est dans le déni, elle fait l'autruche. On ne veut pas avoir le problème. On ne veut pas réaliser que si on ne tient pas compte de ces limites, toujours plus criantes, tous les jours plus prégnantes, ben on risque de s'effondrer lamentablement. On risque de finir comme les types de l'île de Pâques. Et peut-être que dans des millions d'années, il y aura des archéologues d'une autre espèce qui, au milieu d'un site de fouilles, se diront: mais qu'est-ce que c'est ce suppositoire géant au milieu d'une mégalopole? Et ben moi, j'étais plein d'idées à ce moment-là. Je me suis dit: «On va faire du marketing de la vie simple. On va essayer de se motiver et on va essayer de ne plus avoir envie de téléphone toutes les 2 semaines, avant que la société ne puisse plus nous fournir des téléphones toutes les 2 semaines. On va essayer d'avoir envie d'une société plus sobre, avant qu'on n'ait plus les moyens d'avoir une société énergivore et croissance-ovore telle qu'on l'a aujourd'hui». Et en fait, c'est vraiment possible. Je me suis dit: «C'est un peu comme, quand, je m'approche de ma nièce à Noël et que j'essaie de lui chipper son camion de pompier». Et là, honnêtement, si vous tentez de faire ça, vous allez voir, vous risquez d'y perdre un bras parce que ces bestioles-là, c'est hyper vorace à Noël. Et, et bon, alors peut-être que vous, vous tenez pas à votre bras, mais honnêtement, si vous voulez éviter les gênements, les pleurs, les crises, eh bien, il suffit d'y aller 2 jours plus tard et de lui piquer à ce moment-là. Et en fait, vous vous rendrez compte que c'est peut-être cette différence d'état d'esprit qui peut nous sauver. Peut-être que si on fait du marketing de la vie simple et qu'on n'a plus envie des joujoux, nos joujoux, avant qu'on n'ait plus les moyens de le produire, eh bien, ça fera que cette transition se fera de manière plus agréable. Et c'est ça, ce marketing de la vie simple, j'y croyais très très fort. Parce que le marketing, ça part de nos émotions. Et les émotions, c'est le moteur le plus puissant de nos actions. Et puis, quand même, j'ai écumé le net. J'ai écumé Internet à la recherche de ressources, de documentaires qui allaient me conforter dans ma vision du monde. Et malgré ma volonté de me conforter, j'ai quand même trouvé des sources qui étaient en désaccord fondamental avec ce que je pensais. Et c'était des sources, je ne pouvais pas les accuser de ne pas avoir conscience des mêmes enjeux que moi. En fait, c'était des gens qui partaient du même constat de moi, mais en fait, ils avaient d'autres options, d'autres alternatives. Et en fait, quand on regarde sincèrement, il y a 3 scénarios auxquels les gens croient pour demain. Le premier scénario, c'est celui dont je vous ai parlé, le scénario d'une décroissance maîtrisée. Après, il y a le deuxième scénario. Le scénario des gens qui pensent que bah, non, l'effondrement est inévitable, on est allé trop loin. Parmi eux, il y a un mec très sérieux, français, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer. Et quand vous arrivez à la fin du bouquin, vous apercevez qu'en fait, ce n'était pas une éventualité, son titre. Et après, la troisième catégorie, c'est les gens qui croient mordicus qu'une continuité de la croissance humaine, une continuité de la complexité est possible, qu'on va arriver à se sortir de l'ornière par un miracle technologique. Et parmi ceux-là, il y a vraiment des gens hyper intéressants, notamment 2 chaînes YouTube de vulgarisation scientifique qui sont très très fortes, Crash Course et Kurzgesagt. Après, vous avez un blog fascinant d'intelligence qui s'appelle Wait But Why. Et enfin, vous avez un monsieur qui veut tout simplement envoyer 1 million de personnes sur Mars. Et honnêtement, j'ai beau me penser hyper intelligent, je pense pas jouer ma vie sur un concours d'intelligence avec Elon Musk. Et en fait, il y a une vidéo de Crash Course, moi, qui m'a fait me rendre compte de quelque chose. Qui m'a fait me rendre compte que quand on dit croire à un scénario, ça veut bien dire ce que ça veut dire. À un moment, dans une certaine mesure, les scénarios dont je viens de parler, ils sont basés sur une croyance. La croyance, ma croyance des décroissants, c'est que quelque part, il faut absolument avoir un principe de précaution. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne faut pas créer des problèmes aujourd'hui qu'on ne saura pas résoudre demain. Alors moi, oui, effectivement, c'est la position qui me semble la plus légitime. Mais quand on y pense, la modernité, ça s'est absolument pas basé sur cette posture-là. La modernité, c'est le contraire. C'est investir aujourd'hui en espérant que ce soit rentable demain. C'est avoir foi, avoir la croyance en demain et croire que demain, l'intelligence humaine pourra toujours résoudre les problèmes demain qu'on a créés aujourd'hui. Et en fait,
La croyance décroissante, ben, c'est le contraire. C'est que demain, on ne saura pas forcément résoudre les problèmes qu'on a créés aujourd'hui. Et pour ça, il y a un exemple, un mec qui s'appelle Malthus, il y a 200 ans, qui était vraiment dans cette posture, qui a dit: «Ouh là là, la croissance démographique, faut tout arrêter. Parce qu'on est 1 milliard et on ne saura jamais subvenir aux besoins de plus d'1 milliard de personnes.» 200 ans plus tard, on s'aperçoit bien qu'on est capable, durablement, de subvenir aux besoins de plus d'1 milliard de personnes. Surtout s'ils vivent comme en Grande-Bretagne à l'époque. On est tout à fait capable de faire ça. Et pour vous dire, il était dans cette croyance-là, il s'est trompé. Et alors là, moi, je me dis, bah, je suis pas pour lequel de scénarios je vais me battre si, dans une certaine mesure, ils sont tous basés sur une croyance. Parce que je suis pas historien et je suis encore moins devin. Donc si je me plante, je me dis que j'aurais l'air malin avec mon râteau là, au milieu des vaisseaux qui décollent dans tous les sens, quand Elon Musk, il sera finalement parvenu à faire de l'espèce humaine une espèce qui a colonisé toutes les planètes. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, un truc, des valeurs, des concepts à pousser, qui font que quel que soit le scénario qui advienne demain, ça soit la meilleure version de ce scénario qui advienne. Parce que ces scénarios dont je vous parle depuis tout à l'heure, ils ne sont pas monolithiques. C'est comme les ordinateurs, il y a toute une gamme de scénarios. Et ça va du scénario hyper dictatorial à un scénario où les 7 milliards d'individus sont assis tous en rond et font de la gouvernance partagée. Vous pouvez très bien avoir une hyper-croissance également répartie entre tous et une décroissance où il y a 2 personnes qui s'accaparent toutes les richesses des autres. Et vous pouvez avoir l'exact inverse. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut pousser pour que la version la plus conviviale, la plus humaine, la meilleure de n'importe lequel des scénarios advienne. Et sur ça, il y a un philosophe français, Bergson, qui a trouvé et qui a parlé d'un concept que moi je trouve hyper intéressant. Il dit: le supplément de technique a apporté à l'homme un supplément de puissance. Et en fait, pour qu'on arrive vraiment à maîtriser ce supplément de puissance, il faudrait qu'on ait un supplément d'âme. Parce que c'est vrai, moi, aujourd'hui, vous, aujourd'hui, on est infiniment plus puissant que tous nos ancêtres. On peut communiquer avec n'importe qui dans le monde, on peut en un clic envoyer n'importe quelle information, on a accès à la connaissance au bout de notre smartphone, on peut consommer des produits du monde entier, on peut voyager vite et loin. Sociétalement, on est aussi plus puissant que jamais. On peut avoir un impact fou sur l'environnement, sur le climat, sur la biodiversité, et si on a envie, il y a un mec qui peut détruire la planète entière. Et en fait, pour gérer toute cette puissance que nous apporte la technique, on a le même outil de base, un cerveau d'Homo sapiens standard. Le même cerveau que nos ancêtres, il y a 200 000 ans, exactement le même, ils avaient quand ils gambadaient tranquillement en tribu dans les plaines d'Afrique. Et justement, en parlant de tribu, il y a un professeur, le professeur Dunbar, qui s'est posé la question: de quoi dépend la taille des tribus de primates? Est-ce que ça dépend de facteurs environnementaux, comme l'abondance de nourriture, la taille des arbres, la grosseur des grappes de bananes, ou bien de facteurs biologiques et génétiques? Et en fait, il a trouvé qu'il y a une corrélation entre la taille des tribus de primates et la taille du néocortex. En fait, du rapport entre le néocortex et le reste du cerveau. Plus ce rapport, néocortex sur taille de cerveau, est grand, plus le nombre d'individus dans une tribu de primates est élevé. Ça semble logique parce que comme le cortex est le centre des fonctions cognitives supérieures, un primate qui a de grosses capacités cognitives, il est capable de gérer la complexité d'un nombre important dans la tribu. Et de ce rapport et de cette corrélation, le professeur Dunbar a conclu que le nombre optimal pour une tribu d'Homo sapiens, nous, des primates aussi, eh bien c'est 150. Et c'est ça qu'on a appelé le nombre de Dunbar. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des études scientifiques qui montrent qu'encore aujourd'hui, le nombre de Dunbar est toujours pertinent. Parce que dans les réseaux sociaux, 150, c'est aussi grosso modo le nombre d'utilisateurs avec lesquels on a une véritable interaction, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. C'est aussi le nombre maximum des tribus dans les jeux de rôle en ligne multijoueurs. Et, et c'est ça qui est fou, c'est que 150, ce nombre de Dunbar, eh bien, le but du jeu, c'est quelque part l'augmenter à 7 milliards. Mais ce nombre de Dunbar, cette limite de là de laquelle il est hyper difficile de maintenir la cohésion du groupe. En fait, quand on y pense, c'est hyper logique. Parce que 150,
Ça nous permet, dans une tribu, d'avoir des liens sociaux, de l'empathie avec n'importe lequel des membres de la tribu. Parce que c'est ça qui nous permet aussi de réguler instinctivement notre rapport aux autres. Parce que, honnêtement, c'est un peu dur d'être injuste et de causer du tort à quelqu'un quand cette personne, ben, on sait qu'on lui cause du tort parce qu'elle est en face. Ensuite, c'est un peu difficile parce qu'on la connaît très bien et qu'en plus, elle habite la tente d'en face. On risque de la croiser à tout moment. Alors qu'au final, si la personne, on n'a pas de conscience qu'on lui fait du tort, qu'en plus, cette personne, on n'a même pas conscience qu'elle existe, et que cette personne, on ne la rencontrera jamais parce que même si on a conscience qu'elle existe, elle habite à l'autre bout de la planète, eh bien, c'est beaucoup plus facile. On y arrive tous. Et à 150, ce qui se passe, c'est que l'empathie, la proximité de tous envers tous, c'est ça qui régule naturellement la vie du groupe. Et en fait, quand on est une tribu de 7 milliards, eh bien, c'est extrêmement difficile. Le monde, il est tellement complexe aujourd'hui que c'est infiniment difficile de savoir toutes les conséquences que vont avoir nos actions sur n'importe qui dans la planète. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que comment effectivement ressentir de l'empathie pour les gens qui, par exemple, fabriquent nos chaussures, qui vivent à l'autre bout de la planète, qui ont des conditions de travail déplorables, qui travaillent 14 heures par jour, tout ça pour nourrir leur famille un petit peu plus à leur faim. Et en fait, dans le système actuel, c'est cette distance entre nos actions et leurs impacts qui rend l'injustice du monde possible. Et du coup, que faire? Ben, en fait, il y a deux rayons d'action. Le premier, c'est avoir un peu plus conscience des impacts qu'ont nos actions. Et deuxièmement, il faut que ces actions, elles aient une conséquence émotionnelle, qu'elles nous créent de l'empathie pour qu'on arrive à gérer l'information de ces impacts, qu'on arrive à modifier notre comportement en fonction de cette empathie. Et pour ça, il faut qu'on se rapproche tous. Il faut qu'on ait tous la sensation, et il y en a d'autres qui l'ont dit aujourd'hui, qu'on fait partie de la même et unique tribu de 7 milliards d'individus. Et en fait, c'est peut-être ça le supplément d'âme dont Bergson parlait. C'est cette conscience, cette connaissance des impacts qu'on a dans le monde, à laquelle s'ajouterait une émotion, une empathie globale qui nous permettrait d'arbitrer instinctivement en fait toute cette connaissance. Et en fait, c'est ça que je me dis qu'il faut pousser, et ça, quel que soit le scénario, croissant ou décroissant, c'est ce supplément d'âme-là qu'il faut pousser. Mais alors concrètement, comment faire pour être plus juste à plus? Ben, déjà, il faut qu'on améliore notre âme individuelle. Pour ça, je pense qu'il faut que l'éducation, le seul but de l'éducation, ça doit être de faire en sorte qu'on ait plus conscience de nos impacts, qu'on sache mieux quelle est notre place dans le monde, qu'on sache qu'il y a un monde autour de nous qui nous englobe et dont nous faisons partie. Et ensuite, il faut que cette conscience, cette connaissance, elle débouche sur des émotions, de l'empathie globale. Et ça, le meilleur moyen, honnêtement, c'est de se décentrer, de regarder de l'extérieur, de s'extraire de notre perspective nombriliste avec laquelle on regarde le monde, d'être conscient qu'on fait partie d'un tout qui nous englobe. Et moi, la pratique que j'essaie de faire, et tout à l'heure dans les loges, je faisais pareil, c'est la méditation. Parce que la méditation, c'est exactement ça. La méditation, on s'assoit et on se concentre sur un support, n'importe lequel, notre respiration, une mouche sur le mur, qu'importe. Et en fait, on essaie de se regarder et de s'observer de l'extérieur. On regarde nos émotions, nos ressentis émerger dans notre conscience. Et en fait, quand on fait ça, quand on se met à distance, qu'on s'observe de l'extérieur et qu'on observe ses émotions, ses ressentis, eh bien, ça permet de mieux se comprendre. Et mieux se comprendre, c'est aussi mieux nous comprendre. Et mieux nous comprendre, finalement, ça nous rapproche des autres, de tous les autres. Et en fait, je pense qu'il faut voir la méditation comme ça. La méditation, c'est peut-être un outil qui va nous permettre de développer l'empathie à une échelle rendue nécessaire par la complexité du monde actuel. En fait, la méditation, c'est tout simplement une sorte de gym, une gym du néocortex. Et peut-être qu'à force de pratiquer, dans 200 000 ans, nos enfants, les enfants de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants, ils auront peut-être un néocortex affûté comme une arbalète. Alors oui, je suis d'accord avec vous, esthétiquement, il y a peut-être un petit coup à jouer. Et ensuite, il y a, il faut développer une conscience globale. Parce qu'en fait, nous tous, les 7 milliards, il faut se rendre compte qu'on constitue une civilisation, une société, qui a une sorte de super-organisme. Et ce super-organisme, il faut aussi qu'il ait un néocortex, un cerveau, un supplément d'âme. Et pour ça, il faut qu'on crée tous, toujours plus d'outils de communication pour que l'information arrive à circuler dans ce cerveau global. Et ça fait un moment qu'on y planche. On a inventé le langage, après on a inventé l'écriture, l'imprimerie, la radio, la télévision. On est même allé jusqu'à inventer l'anglais. Il y a un moment, on ne peut pas faire plus d'efforts que ça.
Et vraiment, il faut que cette information, elle circule. Et en fait, je me suis rendu compte, et j'ai lu des articles qui me font me rendre compte, qu'aujourd'hui, on a un outil fantastique pour que l'information circule. Et cet outil, c'est un outil décentralisé, un outil auquel 4 milliards d'individus ont accès, un outil qui n'appartient à personne, un outil dont, en fait, qui est une sorte de cerveau dont nous sommes tous, quelque part, un neurone. Par exemple, ça, c'est la carte, c'est la carte, en fait, c'est des neurones interconnectés. Et en fait, ça ressemble, c'est magnifique et ça ressemble de très près à ça. Et ça, en fait, c'est une cartographie de toutes les adresses IP connectées les unes avec les autres. Et en fait, quelque part, je me dis que Internet, c'est exactement ça. Internet, c'est notre cerveau global. C'est notre meilleure chance d'avoir ce supplément d'âme dont Bergson parle. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un Internet libre. De Internet où l'information de qualité circule de manière fluide. C'est pour ça qu'Internet, c'est un lieu où on doit débattre, où on doit être en désaccord, où on doit confronter nos différences. Et pas du tout un Internet où il y a des îlots hermétiques de pensée. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention aux intelligences artificielles, privées notamment, qui nous proposent du contenu en permanence qu'on aime et qui du coup va nous conforter dans notre propre vision du monde. Est-ce que vraiment on veut laisser la circulation de l'information dans notre cerveau global aux mains, dans le pouvoir d'une intelligence artificielle privée? C'est ça la question. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte pour non seulement un Internet libre, mais un Internet citoyen, acteur. Parce qu'un Internet libre et acteur, c'est un cerveau global, un supplément d'âme global, libre et acteur. Et en fait, c'est vraiment ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, que je voulais vous dire, c'est que cette quête de l'hypercroissance de l'âme, du supplément d'âme qui nous manque, cette quête de l'hypercroissance d'une conscience collective individuelle, cette quête d'une hypercroissance de la sensation de faire partie d'une même et seule tribu, eh bien, ça doit être ça, notre projet de société. Ça doit être ça, notre nouvelle définition du progrès. Et ce progrès vers lequel on doit tendre, ce n'est ni la croissance pour la croissance, ni la décroissance pour la décroissance, mais l'hypercroissance de l'âme de la société humaine. Et quand on voit arriver une invention, une innovation, la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça répond à ce besoin d'hypercroissance de l'âme de la société humaine? Et voilà, pour passer de 150 à 7 milliards, pour faire passer le nombre de Dunbar de 150 à 7 milliards, il nous faut absolument veiller à ce que l'information circule de manière libre dans notre cerveau global. Mais il faut aussi veiller à l'amélioration des deux cerveaux qui vont permettre à toute cette information d'être sublimée. Et l'amélioration de ces deux cerveaux, que ce soit notre cerveau d'Homo sapiens ou notre cerveau global, Internet, dont nous sommes tous un neurone, eh bien, ça doit être ça le progrès et rien d'autre. Merci.